Que faut-il attendre de la réforme des pensions? Le dossier semble coincé tant il oppose droite et gauche. Et pendant que la France se déchire sur le même sujet, la Belgique peut-elle encore prendre son temps? Comment assurer une pension correcte à celles et ceux qui n'ont plus l'âge de travailler? Le système pourrait-il un jour s'écrouler faute d'être réformé? Bienvenue sur le plateau de Versus. Avec en plateau 3 invités qui se penchent sur ces questions. Pierre Marrage, bonjour. Vous êtes un des porte-parole du gang des vieux en colère, un mouvement structuré, bon enfant, mais avec des réflexions de fond notamment sur cette question. On verra lesquelles. Maxime Fontaine, bonjour. Vous êtes un spécialiste des finances publiques. Vous professez à l'ULB, l'Université libre de Bruxelles. Cette question est évidemment politique. Elle est portée au gouvernement fédéral par Karine Lallieu. Une des députées de son parti est avec nous. Chanel Bonaventure, bienvenue sur le plateau de BX1. Vous êtes député fédéral. Et la première question est pour vous, Pierre Marrage. Ça apparaît souvent comme le Graal, la pension ou la pré-pension, ce moment où on aura du temps, plus la pression du monde du travail. Et pourtant, pour beaucoup de personnes, c'est le début d'une vie compliquée, notamment sur le plan financier. C'est quoi les retours que vous avez, vous, de vos sympathisants, de vos adhérents, je vais dire? C'est vrai qu'une grande partie de sa vie, on se dit, quand je serai à la pension, je vais faire des tas de choses. Et puis quand on arrive à la pension, beaucoup n'ont plus la santé, parce qu'ils se sont ruinés la santé au travail. On ne parle pas assez des métiers pénibles. Ça n'a pas été mon cas, mais c'est le cas de beaucoup. Et puis, ils se retrouvent avec des très petits budgets, donc il faut vraiment tirer le diable par la queue, tout calculer. Beaucoup de demandes sociales quand même qui continuent à venir de la part des enfants, des petits-enfants, etc. Donc une situation de frustration, on voudrait faire, mais on ne peut pas, notamment parce qu'on n'a pas de budget. Et en plus, moi, ce qui me révolte en particulier, c'est que notamment sous l'ancien gouvernement, on a pris une série de mesures qui visent à culpabiliser les pensionnés. Il y a tout ce discours sur les jeunes n'auront pas de pension parce que les vieux actuels sont en train de détruire le système. Donc il faut surveiller. Les pensionnés sont des fraudeurs en puissance. Je voudrais bien qu'on parle de la GRAPA, c'est la garantie de revenus aux personnes âgées, qui permet à 100 000 de nos concitoyens d'arriver tout juste au seuil de pauvreté, mais en échange, ils sont vraiment soumis à une surveillance de tous les instants. Ils ne peuvent pas partir à l'étranger ou dans des conditions compliquées. Donc il y a toute une ambiance qui est en train de se constituer autour des vieux. Nous, on revendique, on est des vieux, on est des vieilles, on trouve ça honorable, respectable, on a travaillé, on a donné, on continue à donner. Et certains d'entre nous sont en plus particulièrement maltraités, comme vous savez, parce qu'avec les lenteurs, les difficultés de santé, etc., vous connaissez le problème des maisons de repos. De violences qui sont générées par leur entourage. Maxime Fontaine, juste un mot, pension, pré-pension. En fait, en Belgique, apparemment, ce qu'on entend souvent, c'est qu'on part très tôt à la pré-pension et que donc on s'arrête de travailler avant l'âge légal. C'est un élément qu'on doit avoir en tête dans le débat sur la réforme des pensions? Alors c'est vrai que dans la moyenne européenne, on est plutôt dans le bas du classement, ça c'est sûr. Après, les prépensions, par exemple, pour reprendre ces exemples-là, ont été réformés de manière très massive par le gouvernement précédent. Et maintenant, aujourd'hui, prendre une prépension, ce qu'on appelle plus comme ça, mais prendre une prépension, c'est quand même très très compliqué. Il y a des conditions et des critères très très stricts. Et donc, il y a quand même de moins en moins de personnes qui prennent cette prépension. Et on va vers un système où ça va s'éteindre progressivement. Et donc, bientôt, je ne suis même plus sûr que ce sera encore possible de le prendre. Après, avec le relèvement de l'âge de la pension à 67 ans pour 2030, on va être dans un système où, mécaniquement, il y a en tout cas une partie des personnes qui vont quitter le marché du travail plus tard. Ça, c'est pas à 100%. Ça participe à ce qu'on appelle pudiquement la soutenabilité du système, c'est-à-dire le fait d'avoir encore de quoi les financer, ou c'est plus compliqué? On n'est pas dans un système tout à fait similaire à celui de nos voisins français. Ça, non. Vous me l'avez dit d'ailleurs quand on préparait le débat. Voilà, on n'est pas du tout dans un système comme en France, où la branche pension est indépendante des autres branches. Donc, en gros, la branche pension est financée par les cotisations des travailleurs qui cotisent pour leur pension. Nous, en Belgique, on a un espèce de pot commun où toutes les cotisations qui financent à la fois le chômage, à la fois les pensions, soins de santé, vont venir et ensuite être réparties selon les besoins de chaque
branche. Donc, ce qui veut dire que si le chômage baisse demain, il y a une partie des dépenses de chômage qui auraient pu avoir lieu qui vont aider à financer la branche pension ou soins de santé, ce genre de choses-là. Toutes ces prestations sociales sont liées. Je me tourne vers la femme politique, Chanel Bonaventure. Où on en est dans la réforme? Votre ministre Karine Lallieu a fait des annonces. On va revenir sur certaines d'entre elles. Les partenaires de gouvernement ne sont pas convaincus, c'est le moins qu'on puisse dire. Quel est l'objectif finalement des socialistes, votre parti, dans ce débat-là? Alors, la ministre, elle l'a déjà dit, sa réforme, elle est prête. On a déjà des premières mesures. Mais si elle est la seule à la vouloir, il n'y aura pas de réforme. Voilà. Alors évidemment, c'est le Premier ministre qui est à la manœuvre pour l'agenda du gouvernement. Et c'est vrai que chez les socialistes, on regrette un peu qu'on ne voit pas les pensions comme un dossier urgent, en effet. Maintenant, voilà, Karine Lallieu a déjà réussi à partir sur la première partie de la réforme, donc qui était la pension minimum, où d'ici 2024, les personnes à la retraite auront au moins 1650 € net. Donc ça, c'est une première partie de réforme. Évidemment, elle arrive avec tout un tas d'autres mesures et qui sont évidemment dans les cartons. Il y a eu plusieurs discussions. Elle a tenu compte des remarques qui ont été formulées par ses collègues. Maintenant, évidemment, chez les socialistes, on ne veut pas d'une réforme de droite, donc il y aura certaines mesures sur lesquelles on a une position qui est quand même déjà très arrêtée. On entendra dans un instant l'aile droite du gouvernement, parce qu'on aura une interview d'Alexia Bertrand, une interview enregistrée dans Bonjour Bruxelles de Fabrice Grosfilet, mais je retourne vers Pierre Marage. Vous entendez cette pension minimum, c'est suffisant, le montant évoqué par madame, quand on est quelqu'un d'âgé et qu'on a des frais pour payer un home, pour des questions de santé aussi, oui, voilà, ça ne m'améliore pas avec l'âge. Tout de suite, mais je voudrais d'abord revenir sur la question que vous avez posée juste avant. On part de plus en plus, en Belgique, on part tôt. Oui. Alors, on part tôt du travail, mais pas nécessairement à la pension. Il y a aussi beaucoup de gens qui quittent le travail parce que tout simplement, ils sont malades, parce qu'ils tombent en invalidité. Alors, dans les statistiques, il faudrait qu'on discute un peu moins de l'âge de la pension, mais l'âge de la vie en bonne santé. L'employabilité des seniors, c'est ça le mot aussi? Oui, l'employabilité. S'ils tombent malades, c'est bien qu'à un moment donné, leur corps ne supporte plus leur travail. Exactement. Donc c'est vraiment la problématique de la bonne santé. Et donc le fait de quitter le travail ne veut pas dire aller à la pension, loin de là. Et donc les comparaisons internationales sont compliquées à ce niveau-là. Parce qu'il y a des pays comme les Pays-Bas, par exemple, où on a vu qu'il y a eu une masse de gens qui se retrouvent en invalidité quand on a réduit les possibilités de départ à la pension. Donc les choses sont un peu compliquées. Bon, sur la question matérielle, les monnaies sonnantes et trébuchantes. Nous, depuis 2019, on réclamait la pension à 1500 €. Ce qui aujourd'hui veut dire 1800, parce qu'il y a eu une inflation tout à fait considérable. Alors, il y a une indexation qui se fait de ces pensions. Elles ont été relevées grâce à la ministre Lallieu. Il y a eu un certain relèvement des pensions, donc, suivant un peu l'amélioration de la situation générale des salariés. Et puis il y a eu des indexations. Il faut se rendre compte que les indexations sont basées sur le panier moyen de la ménagère, et le panier moyen de la ménagère, c'est pas le panier des petits pensionnés. Le panier des petits pensionnés, c'est essentiellement les loyers et l'alimentaire. Et l'énergie, le chauffage. Or, ce sont ceux-là qui ont explosé, précisément. Donc, l'index, il est très, très précieux, il faut le conserver, mais il faut se rendre compte qu'il est quand même très limité. Donc, je ne sais plus quel chiffre vous avez donné, parce que ça bouge tout le temps, c'est 150 €. Monsieur disait 1800. Donc et votre parti a lancé une pétition en disant « pas touche à ma pension », et c'est 1500 qui est avancé. Alors quoi, votre minimum est en dessous de ce que réclament les vieux en colère? Non, c'est ce qui était énoncé dans l'accord de gouvernement, ce chiffre évidemment qui a évolué en effet avec le précieux mécanisme qu'est l'index, et c'est ça aussi qui est utile quand on a des socialistes au gouvernement, c'est que l'index on n'y touche pas, et donc voilà, je pense que... Mais c'est quand même pas tous les jours qu'un parti lance une pétition contre son propre gouvernement. Tout à fait, mais évidemment je pense que la ministre Lallieu a besoin elle aussi de soutien de la part des citoyens, de la part des pensionnés, parce que c'est pas une variable d'ajustement budgétaire, on parle de gens qui ont travaillé et qui ont le droit de se reposer à un moment donné. Et je pense que c'est bien aussi, la pétition est un des moyens pour y arriver, de faire poids finalement aussi dans ce gouvernement, et les citoyens puissent démontrer que oui, ils se préoccupent de leur pension. C'est pas un sujet parmi d'autres. C'est ici, on parle de l'après-carrière, de la vie après le travail, et le temps de se reposer, de vivre correctement et dignement.
Alors la question, je l'ai dit, elle fait vraiment débat au sein du gouvernement. Je vous propose d'écouter Alexia Bertrand. C'est la secrétaire d'État au budget, c'est elle qui tient les comptes. Elle était l'invitée de Fabrice Grosfilet dans Bonjour Bruxelles lundi. Et à propos de la réforme des pensions, écoutez ce qu'elle dit, ça ne sonne pas comme ses partenaires socialistes. Ce qui est important dans cette réforme, c'est qu'on renforce le lien entre travail et pension. Il va falloir avoir plus de jours de travail effectif. Aujourd'hui, on peut partir en pension anticipée sans avoir pratiquement travaillé. Pourquoi ? Parce qu'il y a des périodes assimilées. C'est quoi une période assimilée ? Ça veut dire que si vous êtes au chômage, on va compter ça comme une année de pension. Je ne remets pas ça en question, ça n'est pas l'idée. Évidemment que s'il y a un accident de la vie et que vous êtes au chômage, c'est important que ça continue à compter pour votre pension de la même manière qu'un congé maternité ou que toute une série d'autres circonstances. La difficulté n'est pas dans le principe des périodes assimilées. Elle est dans le fait qu'aujourd'hui, les périodes assimilées peuvent représenter la plus grande partie de votre carrière par rapport à quelqu'un qui a travaillé. Il va falloir avoir des périodes de travail effectif plus importantes. Combien de périodes de travail effectif ? Combien d'années de travail effectif pour avoir le droit à la pension ? Alors, je ne vais pas mettre de chiffres là-dessus, mais 20 ans. Aujourd'hui, pour accéder à la pension minimum, c'est 16 ans de travail effectif. 16 ans sur une carrière complète qui est normalement de 45 ans. Donc voilà, ça donne une idée du montant. Il va falloir aller plus loin. Il va falloir aller plus loin, on va devoir plus travailler. C'est une idée à laquelle on est prêt à adhérer au Parti Socialiste ou c'est no way ? Je pense surtout qu'ici, il faut sortir de la caricature et il faut. C'est une caricature de dire qu'il y a trop de gens qui ne travaillent pas par rapport à ceux qui travaillent. Nos partenaires de droite aiment bien de tirer le trait. Je ne suis pas d'accord qu'on tape toujours sur les mêmes, c'est-à-dire les chômeurs, et qu'on tire toujours sur la ficelle des travailleurs. Je pense qu'il y a des ressources à aller parfois chercher ailleurs, notamment au niveau du capital. Et donc ça, c'est peut-être parfois des arguments qu'il faut entendre à ce niveau-là. Ici, évidemment, que c'est le travail qui va financer les pensions. On est bien conscient de cet argument-là. Et en effet, on va devoir travailler plus longtemps, mais il ne faut pas oublier de quel travail on parle, quelles sont les conditions, dans quelle mesure. Voilà, monsieur évoquait tout à l'heure, ici, depuis les dernières mesures du gouvernement précédent, on a vu que le nombre d'invalides avait explosé, en fait, et qui sont des personnes plus âgées. Donc, je pense ici, c'est aussi un débat qu'on doit avoir dans la société, mais c'est quel travail on veut, dans quelles conditions, parce que oui, on peut travailler plus tard, sans aucun problème, si c'est possible. Alors moi je voyais un chiffre, et on va le commenter, mais chez les 55-65 ans, 75% des hommes ne sont plus sur le marché de l'emploi, et c'est même 80% chez les femmes. On parlera dans un instant de la différence homme-femme, mais ça veut dire quand même qu'il y a une majorité de gens qui, entre 55 et 65 ans, ne sont plus sur le marché de l'emploi. Est-ce que ça, à un moment donné, on peut considérer que ça pose un problème de soutenabilité, de financement des pensions? Alors, Madame Bonaventure Opine du Bonnet, elle va sans doute préciser sa position, mais Maxime Fontaine, c'est réaliste, et puis Pierre Marage. Mais Maxime Fontaine, est-ce qu'on a à un moment donné un problème de financement, oui ou non? Oui, je pense que c'est la première question, effectivement, de se dire est-ce qu'on a un problème de financement. Je pense que c'est une question de choix, c'est-à-dire il faut choisir dans un contexte global où vont les moyens que l'État prélève et décide ensuite de réaffecter dans ce genre de choses. Si on se compare un petit peu, avec les financements actuels, on n'a pas suffisamment pour payer les pensions à terme. Alors, si on se compare un petit peu, en termes de dépenses de pension par rapport au PIB, donc la valeur que l'on crée, on est exactement dans la moyenne européenne. On est même en dessous de la zone euro. Donc on est vraiment, on ne dirait pas qu'en Belgique, si on se compare, si on se compare, on n'est pas dans un système généreux où vraiment on a des dépenses somptuaires. En France, c'est nettement plus élevé. Pourtant, vous voyez que même si l'âge légal de la retraite en France est 62 ans, avec un système nettement plus généreux, vous voyez que c'est une question de choix. Les personnes, dans les sondages, dans la rue, n'ont pas l'air déterminées à augmenter cet âge à 64 ans. Donc même dans un système extrêmement généreux qui augmente aussi, avec des dépenses qui augmentent aussi, avec un vieillissement, ça c'est vrai que c'est peut-être un point d'attention d'un point de vue belge, on a un vieillissement de la population qui est rapide. Qui va avoir un certain coût. Mais globalement, ça revient au choix. Est-ce que, même en France, dans un système plus généreux, apparemment, les Français, pour une grande partie, n'ont pas envie de changer ça. Pierre Marage, qui voulait parler aussi. Oui, deux remarques. Premièrement, si beaucoup de personnes plus âgées ne sont plus sur le marché du travail, c'est pas toujours parce que c'est des gros fainéants qui ont décidé qu'un beau jour, ils n'iraient plus travailler, ils n'iraient plus bosser. C'est aussi parce que dans les entreprises, on les met dehors.
Donc ça, c'est une première chose. Et c'est effectivement une responsabilité sociale dans le sens large. La deuxième remarque, c'est qu'à 67 ans, qui sont les années qui frappent maintenant les plus jeunes, moi, c'est réglé dans mon cas. À 67 ans, il y a un tiers des gens les plus pauvres qui sont morts. Un tiers est mort à 67 ans parmi les plus pauvres et 8% parmi les plus riches. Il y a une chose qu'il faudrait quand même dans tous les débats qu'on a sur la soutenabilité, etc., qu'on se rappelle, c'est qu'il y a une différence de 10 années d'espérance de vie. Je ne parle même pas d'espérance de vie en bonne santé, mais 10 années de différence d'espérance de vie entre le décile le plus pauvre et le décile le plus riche. Alors, quand on parle des pensions et qu'on met tout le monde dans le même pot, il faudrait peut-être regarder les choses de plus près et le diversifier selon les conditions de vie, les conditions de travail et les conditions financières. Chanel Bonaventure, Karine Lallieu a voulu sanctionner les entreprises qui n'emploient pas assez de seniors. C'est une idée qui lui a valu un retour très négatif de ses partenaires libéraux, d'organisations patronales. Ça reste encore l'objectif ici. C'est un moyen de quoi ? Alors, je pense que parfois on doit employer des gros mots pour faire bouger les lignes et c'est exactement ce que Karine Lallieu a fait. Alors peut-être revenir sur... oui, en effet, je crois qu'il faut qu'on arrête de faire peur aux gens avec cette soutenabilité des pensions. Vous êtes revenu sur les travailleurs âgés et les travailleurs de plus de 55 ans. Alors en effet, ils sont essentiels quand ils le peuvent sur le marché de l'emploi. Et peut-être prendre un exemple, moi j'étais formatrice au Forum, je viens du Forum. Quand j'avais des stagiaires de plus de 50 ans qui décidaient de se reformer après avoir perdu leur boulot, qui avaient envie de changer d'orientation et qui étaient des personnes hyper motivées, de mon parcours, de mon expérience, je n'ai pas connu un seul employeur qui regrettait d'avoir formé, reçu et encadré un stagiaire qui était plus âgé. Et justement, c'était souvent une plus-value au niveau de l'équipe, de l'entreprise. Donc je pense qu'il y a aussi tout un tas de mesures, en effet. La sanction est une des mesures, mais la sensibilisation des employeurs dans la part qu'ils peuvent prendre justement par l'engagement de ces travailleurs plus âgés est vraiment essentielle. Je pense aussi à une agence intérim qui avait anonymisé des CV et du coup on avait uniquement le focus sur les compétences du travailleur et pas sur des facteurs discriminants, donc notamment l'âge, et où je me souviens d'un portrait d'une personne qui travaillait dans le bâtiment et qui était âgée de plus de 50 ans, où c'était une personne qui aurait sans doute eu aucune chance si elle avait rentré son CV avec son âge et dont l'employeur était enchanté. Et sur la soutenabilité du système, on rappelle pour les gens qui nous regardent sur simplement le fait qu'à un moment donné, les montants explosent. Je veux dire, on parle d'une augmentation du budget pour les pensions de 1,5 à 3 milliards chaque année. Chaque année, voilà. Pendant 20 ans. Hein. Ouais, ça fait quelques milliards. Non, mais c'est très lié à ma génération, c'est-à-dire les baby-boomers. Oui. Hein, donc il y a une explosion et puis les choses vont se régulariser. Et donc est-ce qu'on a des pistes au Parti Socialiste? Alors, du côté de l'Open VLD, Alexia Bertrand l'a dit en interview, elle dit il faut que les gens travaillent plus et donc ils cotiseront plus. Voilà, pour faire simple, Maxime Fontaine me regarde comme un étudiant qui aurait une réponse un peu trop approximative, mais ce sera la mienne. Vous pouvez adhérer à cette idée-là, que le financement passe par plus de gens qui travaillent effectivement et qui donc payent des cotisations, des impôts? Oui, d'ailleurs, si on s'est fixé l'objectif d'atteindre les 80% de taux d'emploi, je pense que c'est parce qu'on y croit et qu'on pense aussi qu'en effet, c'est un des moyens de répondre à ce besoin et cette soutenabilité. Mais voilà, encore une fois, c'est quel emploi on veut, pas dans n'importe quelles conditions. Et il faut pouvoir... Oui, moi, je suis d'accord de travailler plus longtemps parce que j'ai un boulot si dans ma députée, vie. Non, j'adorais mon travail avant de devenir députée. Donc, évidemment, c'était ma passion, mais parce que j'étais dans des conditions de travail que je juge optimales. Mais je pense au boulanger qui doit se lever tous les jours à 4 heures du matin ou à l'ouvrier de production qui vit les tours. On a vu dans des études que travailler on nous avait annoncé nuit, sous le gouvernement précédent, vous n'en étiez pas, mais un système de points et qui serait lié à la pénibilité du travail. C'est complètement enterré, ça avance, ça en est où? Il y a une réflexion qui est toujours en cours et Pierre-Yves Dermagne il travaille actuellement à cette question de pénibilité qui est une question essentielle et évidemment ici
Karine Lallieu a proposé aussi, je pense, à la possibilité de 42 années de carrière qui permettrait à ceux qui ont commencé à travailler le plus tôt, donc à 18 ans, de partir à 60 ans à la pension. Mais je sais que Pierre-Yves Dermagne travaille aussi à des mesures sur la pénibilité. Pierre Marage, et brièvement, parce qu'après on passera à l'argument recevable. Mais... Pour revenir à l'intervention d'Elsa Bertrand, ce qu'elle propose, c'est des mesures purement répressives. Ça ne va pas créer un emploi supplémentaire. Ça ne va pas mettre une personne de plus au travail. Parce que pour aider des gens au travail, il faut qu'il y ait du travail qui leur soit offert, qu'il y ait du travail qui soit acceptable. Par contre, ce que ça va faire, c'est que ça va faire perdre encore un peu plus de revenus aux femmes, pour commencer. Alors parlons des différences entre les hommes et les femmes. Vous en avez, vous, des vieilles en colère? Les vieilles ont une espérance de vie plus grande que celle des vieux. On a une majorité de femmes dans les vieux et les vieilles en colère. Oui, bien sûr, les femmes sont très, très sensibilisées à cette situation. Dans les vieux en colère, il y en a beaucoup qui sont vraiment à la limite du seuil de pauvreté, qui sont des gens qui ont eu une vie précisément ce qu'oublie Alessia Bertrand, qui a été une vie hachée, qui ont arrêté parce qu'il y avait des enfants à élever, qui ont été conjoints aidants plus ou moins pas déclarés, qui sont allés à l'étranger, qui ont été indépendants. Il y a beaucoup d'indépendants parmi les gens. On a déjà objectivé, pauvres, Maxime Fontaine, cette différence finalement entre les hommes et les femmes dans les pensions ou les droits sociaux en général? Oui, il y a de très très nombreuses études et effectivement ça couvre des dimensions très très vastes. Il y a aussi l'individualisation des droits qui est une question évidemment centrale. Je veux dire, les inégalités de genre, elles sont énormes, on le sait, et c'est vrai qu'il faut se poser la question, si maintenant on veut remettre au travail un certain nombre de personnes, c'est vrai, c'est possible, mais est-ce qu'on donne les moyens aux femmes de revenir sur le marché du travail? Oui ou non. Et ça, c'est quand même une vraie question. Et aujourd'hui, on voit qu'on n'arrive pas à y répondre parce que, malheureusement, les chiffres sont relativement stables. C'est-à-dire que dans le temps, ça ne s'améliore plus. Chanel Bonaventure, en une minute. Si la réforme n'aboutit pas, que les prestations restent ce qu'elles sont, que le système reste ce qu'il est, pour le Parti socialiste, ce sera un échec parce que vous aviez un engagement sur cette réforme, ou bien au contraire, le système actuel vous paraît finalement pas si mal? Il nous reste 1 an dans la législature, 1 an et quelques mois, on va dire, et donc on sait bien que voilà, c'est pas très long pour mettre en œuvre une réforme. Donc est-ce que vous jouez la montre là-dessus? Alors, je veux revenir sur ce qui est déjà acquis, c'est-à-dire la pension minimum. Donc pour nous, c'est déjà une victoire. Maintenant, évidemment, la ministre ne va rien lâcher et elle a ici prévu des mesures et elle souhaite encore que les discussions soient menées. Je pense que c'est la volonté de la plupart des personnes qui sont autour de la table. Maintenant, il y a cette question d'urgence où on aimerait que les choses avancent. Et évidemment, il y a un challenge qui est là, mais il y a déjà des acquis qui sont acquis, si je peux le dire. Ok, on va terminer ce débat, mais vous aurez encore la parole une fois chacune. Ce sera pour l'argument recevable, le jingle. Est-ce que, Maxime Fontaine, vous avez entendu un argument recevable chez quelqu'un autour de la table? Plusieurs sans doute, mais ça peut même être chez Alessia Bertrand, qui était avec nous, on va dire, à distance. Oui, de manière assez brève, donc c'est plus compliqué. C'est vrai qu'ici, on a un débat sur les pensions, et la pénibilité n'est pas une question qui a été beaucoup abordée, et je pense que c'est effectivement une question centrale, et que les gouvernements ont un petit peu de mal à justement réussir à trancher, mais je pense que ce serait très, très, très bien de trouver une conclusion à cette question. Chanel Bonaventure, vous avez entendu un argument recevable chez Alessia Bertrand, tiens, je vous le demande. Oui. Sur le fait qu'on doit travailler plus longtemps, évidemment, on est d'accord avec cette observation-là. On vit plus âgé, donc en effet, il faut que notre société évolue avec ces réalités. Maintenant, voilà, je reviens sur, on veut bien travailler plus longtemps, mais pas n'importe comment et pas à n'importe quel prix. Le message est passé, vous l'avez dit déjà dans l'émission. Pierre Marage, qu'est-ce que vous avez entendu comme argument recevable, vous, chez Mme Bonaventure ou Mme Bertrand à distance? Ce que j'ai entendu qui me semble très vrai, c'est ce que notre économiste nous a dit, c'est que c'est au fond une question de choix de société. Il y a des ressources dans cette société. Elles sont éventuellement aux îles Vierges ou à Tobago, mais ces ressources existent. C'est un choix de savoir si on veut que les vieux puissent vieillir dans la dignité et avec le bonheur, ou si au contraire, on veut les pousser hors de notre champ de vision pour assurer les bénéfices les plus grands possibles et les dividendes les plus importants possibles. Et alors vraiment en 10 secondes, si on avait une grosse réforme avant la fin de cette législature qui durcissait quelque part parce que c'est probable, les vieux en colère, ils vont faire comme les Français, vous pensez qu'il va y avoir des gens dans les rues, vous sentez qu'on est peut-être plus pacifié que les Français par rapport à ça? Mais il y a une énorme indignation.
C'est évident qu'il y a une énorme indignation qui se manifeste électoralement, syndicalement. Il y a eu des manifestations syndicales avec des foules considérables en Belgique aussi. Je pense que ça ne passera pas comme ça, effectivement. Merci à tous les trois d'être venus sur le plateau de Versus. On se retrouvera la semaine prochaine avec un nouveau thème, d'autres invités et de nouveau beaucoup de questions.